Chapitre 36. Plaidoyer pour le respect des arbres. Ces dernières années, l'histoire partagée de l'homme et de l'animal a pris un tournant positif. L'élevage intensif, l'expérimentation animale ainsi que d'autres formes d'exploitation abusive existent toujours, mais nous reconnaissons à nos compagnons animaux de plus en plus d'émotions et également plus de droits. La loi de droit civil dite de l'amélioration du statut juridique de l'animal, qui stipule que l'animal ne doit plus être assimilé à une chose, est entrée en vigueur en Allemagne en 1990. Des consommateurs toujours plus nombreux renoncent à la consommation de viande ou privilégient les produits issus de formes d'élevage respectueuses du bien-être animal. Cette évolution de la société est très encourageante car nous savons aujourd'hui que les animaux présentent en de multiples domaines la même sensibilité que nous. Cela vaut pour les mammifères, proches de nous, mais aussi pour les insectes, comme la mouche du vinaigre. Des chercheurs californiens ont en effet découvert que même ce minuscule animal rêvait. Je crains que l'homme ne soit pas encore prêt à éprouver de l'empathie pour les mouches, mais même s'il l'était, nous n'en serions pas plus proches d'un partage émotionnel avec la forêt pour autant. Il existe pour nous un obstacle intellectuel quasi insurmontable entre les mouches et les arbres. Ces grands végétaux n'ont pas de cerveau, ils ne peuvent se déplacer que très lentement, leurs préoccupations sont sans rapport avec les nôtres et leur quotidien se déroule dans un ralenti extrême. Comment s'étonner que les arbres soient traités comme des choses, même si personne n'ignore que ce sont des organismes vivants? Quand une bûche craque et pétille dans la cheminée, c'est du cadavre d'un hêtre ou d'un chêne que les flammes s'emparent. Le papier du livre que vous avez entre les mains, cher lecteur, provient du bois râpé de bouleaux ou d'épicéas abattus, donc tués, à cette seule fin. Vous trouvez ces propos excessifs? Je ne pense pas qu'ils le soient. Si l'on songe à ce que les chapitres précédents nous ont appris, le rapport entre les arbres et leurs produits est identique à celui existant entre les animaux et leurs produits. Nous utilisons des êtres vivants qui sont tués pour satisfaire nos besoins. Il est inutile d'enjoliver la réalité. Pour autant, est-ce blâmable? Nous sommes nous aussi partie intégrante de la nature et ainsi constituée que la substance organique d'autres espèces vivantes est indispensable à notre survie. Nous partageons cette caractéristique avec tous les animaux, mais nous pouvons nous interroger sur notre comportement. Nous devons veiller à ne pas puiser dans l'écosystème forestier au-delà du nécessaire, et nous devons traiter les arbres comme nous traitons les animaux, en leur évitant des souffrances inutiles. L'exploitation du bois doit se faire dans le respect des besoins spécifiques des arbres. Cela signifie qu'ils doivent pouvoir satisfaire leurs besoins d'échange et de communication, qu'ils doivent pouvoir croître dans un véritable climat forestier, sur des sols intacts, et qu'ils doivent pouvoir transmettre leurs connaissances aux générations suivantes. Au moins, une partie d'entre eux doit pouvoir vieillir dans la dignité, puis mourir de mort naturelle. La futaie jardinée, pratique ancienne fondée sur des coupes légères et fréquentes, est à l'exploitation forestière ce que la culture biologique est à la production de denrées alimentaires. Cette méthode de gestion durable de la forêt mêle étroitement des arbres de taille et d'âge différents, si bien que les enfants arbres grandissent sous leur mère. Seuls quelques gros troncs sont abattus ici et là, en veillant à ne pas endommager le reste du peuplement, puis débardés en douceur par des chevaux. Et afin que même les vieux arbres aient toute leur chance, 5% à 10% de la forêt sont placés sous protection. Le bois provenant de ces exploitations respectueuses des arbres peut être employé sans hésitation. Malheureusement, 95% des forêts exploitées de l'Europe tempérée sont encore des cultures monospécifiques, qui utilisent de lourds engins de chantier. Il n'est pas rare que les non-professionnels perçoivent mieux que les forestiers la nécessité de changer de pratiques culturales. Ils interviennent de plus en plus souvent dans la gestion des forêts publiques et parviennent à imposer aux autorités décisionnaires des critères environnementaux très exigeants au niveau local. Dans le cas de la Suisse, c'est un pays tout entier qui se soucie du bien-être des végétaux. La Constitution fédérale édicte des dispositions concernant l'obligation de traiter les animaux,
les plantes et tout organisme vivant dans le respect de la dignité de la créature. Couper des fleurs au bord des routes sans nécessité est répréhensible. Hors de Suisse, cette vision éthique a certes suscité quelques hochements de tête dubitatifs, mais pour ma part, j'approuve sans réserve cette brèche ouverte dans la frontière idéologique entre animaux et végétaux. Quand les capacités cognitives des végétaux seront connues, quand leur vie sensorielle et leurs besoins seront reconnus, notre façon de considérer les plantes évoluera. Les forêts ne sont pas des usines à produire du bois ou des stocks de matières premières et, accessoirement, l'habitat de milliers d'espèces, ainsi que la sylviculture moderne a tendance à le penser. Quand elles peuvent se développer naturellement dans le respect de leurs besoins spécifiques, elles remplissent des fonctions que de nombreux règlements forestiers placent juridiquement au-dessus de la production de bois, notamment la protection contre les risques naturels, les catastrophes, etc., et la détente. Les échanges actuels entre associations de défense de l'environnement et exploitants forestiers, ainsi que des premiers résultats encourageants, sont de bon augure pour l'avenir. Nous pouvons espérer que la vie secrète des forêts sera préservée et que les générations futures pourront demain encore parcourir les bois avec le même étonnement émerveillé. Car c'est dans la profusion de vie que réside la spécificité de cet écosystème, dans les dizaines de milliers d'espèces liées et dépendantes les unes des autres. Cependant, l'importance de la forêt dépasse son seul cadre. Une petite histoire qui nous vient du Japon nous donne un aperçu de ses interactions avec les autres écosystèmes. Katsuhiko Matsunaga, un chercheur en chimie marine attaché à l'université de Hokkaido, a découvert que des acides provenant des feuilles tombées étaient transportés par les eaux des ruisseaux et des fleuves jusqu'à la mer, où ils favorisaient le développement du plancton, le premier maillon de la chaîne alimentaire. La forêt permettrait d'avoir plus de poissons? La plantation d'arbres à proximité des côtes, encouragée par Katsuhiko Matsunaga, a effectivement été suivie d'une augmentation des rendements des pêcheries et des élevages d'huîtres. Mais notre intérêt pour les arbres ne doit pas reposer sur les seuls bénéfices matériels que nous pourrions en tirer. Il importe aussi d'en préserver le charme et les énigmes. Chaque jour, des drames et d'émouvantes histoires d'amour se déroulent sous le couvert des houppiers, dernières parcelles de nature, à nos portes, où des aventures restent à vivre et des mystères à découvrir. Et qui sait, un jour peut-être le langage des arbres sera déchiffré et de nouvelles histoires extraordinaires s'offriront à nous. D'ici là, lors d'une prochaine promenade en forêt, laissez votre imagination vagabonder. Il arrive souvent que la réalité n'en soit pas si éloignée. Remerciements. Pouvoir écrire ainsi sur les arbres est un cadeau, car au fil de mes recherches, de mes réflexions, de mes intuitions et de mes observations, j'apprends chaque jour quelque chose de nouveau. Ce cadeau, je le dois à mon épouse, Myriam, qui m'a écouté avec patience compter l'avancement de mes travaux, qui a relu mon manuscrit et suggéré nombre d'améliorations. Sans la compréhension de mon employeur, la commune de Hummel, je n'aurais pas pu protéger la magnifique forêt ancienne appartenant à mon district, que je parcours avec tant de plaisir et qui m'inspire. Merci aux éditions Ludwig Verlag de m'avoir offert la possibilité de livrer le fruit de mes pensées à un vaste lectorat. Enfin, merci à vous, chères lectrices et chers lecteurs, d'avoir éclairci avec moi quelques-uns des secrets de ces arbres, merveilleux arbres, qu'il faut connaître pour savoir les protéger.